Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, l'Afrique à l'épreuve du terrorisme. Comment parvenir à une meilleure organisation dans la lutte contre la menace? Question posée au dernier sommet de l'Union africaine. Nous y reviendrons. L'Afrique, une cible de choix des terroristes. Plus de 340 attentats en 2017. Le continent est-il en mesure de prendre les rênes dans la lutte contre la menace et d'assurer sa propre sécurité? C'est la question au cœur de notre premier débat. De la crise politique à la crise pétrolière, les exportations suspendues à l'est de la Libye, les ports de Zouetina et Alariga désormais à l'arrêt, conséquence des tensions entre les deux autorités parallèles. Faut-il payer pour avoir le droit d'utiliser les réseaux sociaux en plus de son abonnement? Oui, réponse du gouvernement ougandais. Une taxe sur les réseaux sociaux est en vigueur depuis le 1er juillet. Les Ougandais appellent à son retrait. Ils dénoncent une entrave à la liberté d'expression. Voilà pour les titres et pour en parler. Avec moi ce soir, Monsieur Patrick Mboyo. Bonsoir. Bonsoir Zahra. Vous êtes juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Alors nous recevrons dans quelques instants le reste de nos invités. Mais on passe tout de suite à l'actualité politique. Au moins 2600 morts, toutes des victimes du terrorisme en 2017 à travers tout le continent. Plus de 340 attentats, un terrible bilan, un bilan très lourd qui rappelle l'ampleur de la menace. Boko Haram, AQMI, le terrorisme ne faiblit pas, notamment dans la bande sahélo-saharienne. La question de la lutte était justement l'une de celles posées au dernier sommet de l'Union africaine qui s'est tenu en Mauritanie. Adigatou Badawi. En marge du 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est achevé le 2 juillet à Nouakchott, en Mauritanie, les présidents Idriss Déby Itno du Tchad et Omar El-Béchir du Soudan se sont accordés sur une conjugaison de leurs efforts pour lutter contre le terrorisme, la traite des êtres humains et les mouvements négatifs. Les stratégies qui peuvent être mises en place sont essentiellement des stratégies à la fois militaires mais aussi socio-économiques. Militaires dans le sens où il faudrait davantage mettre en œuvre un droit de poursuite. Il faudrait mettre en œuvre le partage d'informations, notamment le renseignement dans un premier temps, la numérisation des informations. Au cours des échanges entre les deux chefs d'État, il a aussi été question de réexaminer les projets de développement conjoints, en plus des plans de construction de routes et de voies ferrées pour relier le port Soudan à N'Djamena au Tchad. Les infrastructures auraient simplement pour valeur ajoutée de doper davantage les échanges commerciaux, permettre aux deux pays voisins davantage donner des gages à ces populations riveraines. Précisons qu'en 2010, le Tchad et le Soudan ont déployé une force frontalière conjointe le long de la frontière commune dont la mission était de mettre un terme aux exactions des rebelles. Alors la menace terroriste est toujours aussi vive. Peu avant, quelques jours avant le sommet de l'Union africaine, des attentats au Mali, notamment 4 morts et 20 blessés civils à déplorer. Vendredi, un autre attentat perpétré contre le QG de la force anti-djihadiste, le G5 Sahel à Sévaré, qui a fait 3 morts. Alors dans la lutte contre le terrorisme, tous les regards sont orienté vers cette force du G5 Sahel, justement, et une force qui, selon le schéma initial, est censée remplacer, en tout cas petit à petit, la force Barkhane qui opère au Mali. Patrick Boyo, est-ce que le continent est véritablement en mesure d'assurer sa propre sécurité? Madame Zahra Mohamed Moutiou, c'est tout à fait compliqué pour les pays africains de la bande sahélo-sahélienne, voilà, de pouvoir se retrouver face à une menace à laquelle ils n'étaient pas préparés, de un. Une menace qui a été provoquée par une situation qui a été provoquée de l'extérieur et une menace qui se nourrit un petit peu de la situation conjoncturelle, si je peux m'exprimer ainsi, dans ces pays. C'est-à-dire, de un, la crise libyenne, la chute de Muammar Kadhafi. De deux, je voulais parler de la situation socio-économique de ce pays. De trois, la situation militaire, au plan militaire de ces pays, qui ne leur permet pas de faire face à des gens qui se sont armés, en tout cas de manière considérable, avec des éléments qui savent bien manipuler, plus que même les militaires qu'ils ont en face d'eux. Face à cette situation, c'est un petit peu compliqué de penser
que les pays africains peuvent se retrouver tout seuls. L'idée de monter cette force de G5 Sahel a été un petit peu de responsabiliser ces pays, leur dire voilà, vous êtes dans ce coin, dans la bande sahélo-sahélienne, vous devez prendre en charge la sécurité de vos populations, même si les causes de ce problème vous dépassent, mais vous devez vous en occuper et surtout, vous devez assurer la sécurité des investisseurs, des entreprises étrangères qui sont sur place, notamment Areva, qui exploite les minéraux d'uranium au Niger, et Total, qui est aussi dans cette région, notamment au Tchad. Donc, c'est une situation qui a nécessité à ce pays africain de prendre un peu le train en marche. Ils ont été confrontés au danger. Ils l'ont identifié, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces pays sont capables de pouvoir juguler la menace. Ils sont capables de pouvoir un petit peu réagir ou riposter quand il le faut, parce que la plupart du temps, vous observez, les missions sont menées après qu'il y ait eu une attaque, notamment l'attaque du Mali, qui a causé 4 morts, comme vous l'avez dit, en attaquant les forces militaires françaises, mais aussi d'autres forces du G5 Sahel. Et on est un petit peu beaucoup plus dans la réaction. Il manque une action proactive. Et cette action proactive, c'est parce que justement, ces pays n'en ont pas les capacités. D'où ils devront s'armer convenablement et surtout s'adapter à la menace pour pouvoir juguler et pouvoir la contenir si nécessaire. Alors, la force du G5 Sahel souffre d'un manque de moyens financiers et matériels. Voilà ce que dit le président tchadien Idriss Déby Itno. Il ajoute par ailleurs que le seul pays qui nous a soutenus et continue de le faire, c'est la France. Alors, pour cette force, il faut moins de 500 millions de dollars pour le lancement, en tout cas le fait de rendre cette force opérationnelle. Il faut moins de 500 millions de dollars. La question du financement reste donc entière et on le voit là avec la déclaration du président tchadien. Voilà, on parle quand même de moins de 500 millions de dollars, plus précisément 407 millions de dollars. Est-ce qu'il n'y a pas matière à interroger la volonté politique réelle des chefs d'État africains? C'est ce que je disais tout à l'heure, ils n'étaient pas préparés par rapport à cela. Leur situation économique et le niveau de leurs armées ne leur permettaient pas, puisque si vous devez avant tout sécuriser pour sécuriser vos territoires, vous devez attendre l'aide extérieure, c'est problématique. Parce qu'ils sont 5 pays à mutualiser les forces. Si vous êtes 5 à pouvoir mutualiser les forces et que vous êtes capable de sécuriser convenablement vos propres territoires, eh bien la mutualisation des forces va permettre d'avoir encore une sécurité accrue. Le problème d'argent ne devait pas se poser. Où passe l'argent du budget militaire du Tchad, du Niger, de la Mauritanie, du Burkina, de ces pays-là, pour ne citer que cela, du Mali? Où passe cet argent? Est-ce que dans leur propre budget, c'est prévu qu'ils puissent sécuriser leur propre territoire sur leur propre population sur ces territoires? Parce qu'il ne s'agit pas de quitter le Tchad pour aller sécuriser les populations en Centrafrique ou de sécuriser les territoires, par exemple, du Nigeria. Il s'agit de rester sur vos territoires. Comment se fait-il que vous n'avez pas les moyens de pouvoir le faire? Et il faut attendre Emmanuel Macron comme des grands enfants derrière en train d'écouter son discours pendant qu'il parle à la presse pour après recevoir des miettes de la France. Parce que ce que la France donne, ce n'est pas simplement pour sécuriser la population, c'est avant tout pour sécuriser les zones économiques où les entreprises internationales, notamment françaises, sont implantées. C'est le premier cas. C'est pour cela que vous voyez que là où il y a des entreprises occidentales ou françaises, les multinationales sont installées, il y a très peu d'attaques. La seule attaque qui a été subie sur une zone exploitée par des multinationales, on a vu l'attaque du site de In Amenas en Algérie. Mais la plupart du cas dans la zone sahélo-sahélienne, dans ces pays, 5 pays qui constituent le G5 Sahel, ce sont des attaques dans le milieu de la population où la sécurité est à la responsabilité et à la charge de ses propres pays. C'est ça la difficulté à laquelle nous sommes confrontés actuellement. Malheureusement, ces pays, 5 ans après la mise en place de cette force, si je peux le dire, on peut dire théoriquement 5 ans, ils ne sont pas encore capables de pouvoir gérer la situation convenablement. Alors en tout cas, avec cette force du G5 Sahel, ça devait être un premier pas en quelque sorte pour l'Afrique, pour assurer d'elle-même sa propre sécurité. Est-ce que sur la ligne, en tout cas, autour de l'émancipation financière de l'Afrique, de l'Union africaine, et notamment
autour de cette force G5 Sahel. Est-ce que c'est pas une ligne qui divise quelque peu au sein de l'Union africaine, avec d'un côté des chefs d'État tels que Paul Kagame qui défend véritablement l'émancipation de l'Afrique, notamment au niveau financier, et puis de l'autre, des chefs d'État, des responsables qui dénoncent, et on l'a vu notamment à travers la déclaration du président de la Commission de l'Union africaine, qui a déploré le manque, l'insuffisance de l'investissement, notamment des États-Unis. Oui, et il peut bien le déplorer si les États-Unis ont des intérêts dans la région qui profitent de la sécurité tant soit peu du G5 Sahel, mais si les États-Unis n'ont pas d'intérêt particulier, parce qu'avec Donald Trump, c'est une seule question qui pose à ses conseillers ou aux gens qui viennent le voir: quel est l'intérêt des Américains là-dedans? Si vous n'êtes pas capable de nous répondre à cette question, nous attendez pas l'aide des États-Unis. Il y a encore une difficulté face à ces problèmes. Les pays tels que la Mauritanie et le Tchad, qui ont des armées certes plus aguerries que l'armée du Burkina, l'armée du Mali ainsi que l'armée du Niger, au début ne voulaient pas partager les informations et ne voulaient pas s'élancer prendre le devant, notamment dans ces pays, dans ces trois pays, parce qu'ils se disaient qu'ils ne viennent pas faire le boulot à la place des autres. Donc il y a un certain égoïsme qui n'a pas lieu d'être, parce que nous sommes tous dans la même galère. Si le djihadisme grandit ou le terrorisme grandit au Niger parce que l'armée est faible, ou au Burkina parce que l'armée est faible, ce terrorisme va finir par frapper la Mauritanie, le Sénégal et tous ces pays. Donc on a tout intérêt de pouvoir travailler en commun. Et s'il faut relever les niveaux de ceux qui sont faibles, c'était un débat assez absurde. Hein. Mais il a fallu aussi là-dessus attendre que Emmanuel Macron vienne pour trancher et dire: mais écoutez les gars, vous êtes entre vous, vous devez trouver la solution ensemble au lieu de vous chamailler comme dans une cour de récréation. Et finalement, la Mauritanie a accepté d'ouvrir ce service de renseignement militaire. Pareil pour les Tchad, parce que avant que les armées opère sur le terrain, il faut avant tout que le renseignement militaire puisse avoir procédé à certaines opérations. Or, les renseignements militaires, c'est ça le cœur, le secret du pouvoir que ces pays, à la démocratie un petit peu douteuse, voulaient préserver. Mais il y a aussi une autre surenchère à retenir, c'est que le G5 Sahel devient un petit peu un gage de longévité de ces régimes. Par exemple, pour Idriss Déby Itno, c'est tout à fait difficile aujourd'hui d'envisager son départ, parce que les Français le considèrent comme le gendarme du coin, quoi. On l'appelle même le boss. Pareil pour le régime de la Mauritanie, pareil pour le régime du Niger. Regardez les dérives autoritaires qu'on observe au Niger et dont personne ne parle, même quand le président Issoufou arrive en France, on le reçoit en grande pompe. On oublie les dérives autoritaires dans son pays parce qu'il est un élément actif dans le G5 Sahel. Donc il faut aussi qu'on puisse penser au fait que le G5 Sahel ne doit pas constituer une sorte de syndicat dans un syndicat déjà que nous avons, l'Union africaine, mais que cela doit profiter avant tout à la sécurisation des peuples et mettre les dirigeants face à leurs responsabilités. Alors, en recourant à la communauté internationale hors Afrique pour financer cette force, cela veut dire que les chefs d'État africains considèrent que cette somme de 407 millions de dollars ne peut pas être mobilisée en Afrique? C'est tout à fait regrettable. On peut bien le mobiliser, mais voyez vous-même le financement de l'Union africaine, peut-être que nous allons en parler. L'Union africaine est financée à plus de 90% par des donateurs. Ces donateurs peuvent être les États africains, tout comme ça peut être des entités étrangères, mais il y a 50% du budget de l'Union africaine, plus de 50%, qui vient toujours de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne. Ça, c'est un problème. À partir de ce moment, quand on est habitué déjà à recevoir de l'aumône pour l'organisation régionale, pareil, on va dans la même logique pour l'organisation sous-régionale, sachant que les gens qui viennent financer, ils financent avant tout pour la sécurisation de leurs intérêts. Et quand il n'y aura pas leurs intérêts, quand leurs intérêts ne nécessiteront pas un financement conséquent, comme le président de l'Union africaine, la Commission africaine, pardon, a dû s'en plaindre au niveau des États-Unis, eh bien ces pays ne vont pas financer. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Nous allons le retrouver face à des djihadistes ou à des terroristes assez forts, déterminés, mais des militaires qui n'ont pas les moyens de pouvoir les affronter. C'est tout à fait dommage. Or, il existe des moyens de pouvoir financer ces opérations, notamment par une économie de guerre. Les pays de G5 Sahel peuvent reconnaître que nous sommes en guerre
contre le terrorisme. Et face à une économie de guerre, il faut appliquer des taxes qui sont adaptées à l'effort de guerre. Alors, pour le financement du G5 Sahel, on a l'Union européenne, notamment la France, on a également l'Arabie saoudite et les États-Unis, bon, qui sont quelque peu réticents, mais quand même qui ont quand même mobilisé quelques fonds. On a également les Émirats arabes unis. Est-ce que ces financements, tous azimuts, ne risquent pas de porter atteinte à la souveraineté finalement des États du Sahel quant à la direction à donner à cette force qui lutte contre le terrorisme? Bien sûr, ça va affecter pas seulement la souveraineté, mais aussi les générations futures, puisque la plupart de ces financements viennent en termes de prêts. Ce n'est pas du don, ce n'est pas une contribution à un effort précis, ce sont des prêts qu'on donne à ces armées. Parfois, quand on dit qu'on a financé à hauteur de 400 millions de dollars, en réalité, c'est un effort qui passe par les 400 millions de dollars, c'est traduit, ce n'est pas de l'argent liquide. Sur les 400 millions, il y aura peut-être que 50 millions en argent liquide. Le reste va être fourni en matériel militaire. Et c'est ce matériel militaire qui est comptabilisé, la valeur de ces matériels militaires qui est comptabilisée, présentée comme un financement. Mais concrètement, ce n'est pas le cas. Vous pouvez avoir toutes les armes que vous voulez, mais si les hommes derrière ne sont pas motivés, bien préparés, et surtout mis dans des conditions conséquents, convenables pour pouvoir aller affronter l'ennemi, ça ne marchera toujours pas. Et moi, je me demande, par exemple, un pays comme la France, qui a une opération Barkhane au Mali, pourquoi la France n'associerait-elle pas son armée, n'intégrerait pas son armée dans le cadre de la MINUSMA? Pourquoi doit-on avoir d'un côté le G5 Sahel, l'armée malienne, l'armée française avec l'opération Barkhane, et la MINUSMA, pardon. Ne voyez-vous pas que ça fait 4 entités sur un même territoire qui doivent partager les informations militaires, et le renseignement militaire, comme je l'ai dit, c'est le poumon, le secret de l'État? Ça pose problème. Ça pose problème. On se demande qu'est-ce qu'on cherche en réalité dans le cas du Mali. Il faudrait que la France puisse jouer un jeu tout à fait clair en disant, voilà, les militaires que nous avons sur place, au lieu de les financer dans un cadre unilatéral, nous voulons les associer dans le cadre multilatéral de la MINUSMA ou les intégrer carrément dans le cadre du G5 Sahel. Pourquoi ils ne le font pas s'ils ont vraiment envie d'aider les pays africains? Ce sont des questionnements qui méritent d'être soulevés. Alors on rappelle que le dispositif donc, du G5 Sahel, c'est en février 2017 qu'il a été créé. Fin octobre, date des premières opérations, et toujours donc cette question du financement. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.